Je ne sais plus très bien quand j'ai compris que ma famille cachait un secret terrisant depuis 20 ans. Peut-être était-ce le jour où j'ai trouvé grand-mère Jeanne en train de faire le ménage dans sa cave à 3 heures du matin, ses mains tremblantes, agrippées à une brosse métallique, tachée de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier dans la pénombre. Sa robe de chambre, en velours bordeaux, était maculée de substances de brunâtre, et ses cheveux gris, d'habitude si soigneusement coiffés, pendaient en mèches désordonnées autour de son visage blême. Ou alors c'était ce soir de novembre, où papa avait dit qu'il devait sortir pour s'occuper d'une affaire de famille, et qu'il n'était rentré qu'au petit matin, ses vêtements imprégnés d'une odeur âcre et métallique qui me rappelait le laboratoire de sciences du lycée quand on disséquait les grenouilles. Maman avait aussitôt fourré ses habits dans un sac plastique qu'elle avait jeté dans la cheminée, alimentant les flammes avec une précipitation qui m'avait semblé étrange. Les flammes avaient pris une couleur verdâtre inquiétante, et une fumée épaisse s'était élevée vers le conduit, chargée d'effluves chimiques qui m'avaient fait tousser. Papa était monté directement dans la salle de bain sans un mot, et j'avais entendu l'eau couler pendant plus d'1 heure. Le lendemain matin, il y avait des traces de sang séchées sous ses ongles, malgré le lavage minutieux. Nous habitions une grande maison bourgeoise, dans le 16e arrondissement, rue Spontini, une de ces bâtisses haussmanniennes où les familles parisiennes respectables élèvent leurs enfants dans le culte des bonnes manières et des secrets bien gardés. Les hauts plafonds ornés de moulures, les parquets cirés qui craquaient sous nos pas, les lourds rideaux de velours qui filtraient la lumière du jour créaient une atmosphère feutrée et solennelle. Les voisins nous saluaient poliment dans l'escalier de marbre. Les commerçants du quartier nous connaissaient depuis des générations. Monsieur Dubois, le pharmacien de l'avenue Victor Hugo, se souvenait encore de mon arrière-grand-père, Célestine. Un homme remarquable, disait-il toujours, avec un sourire nostalgique. Il avait une façon si particulière de parler des remèdes traditionnels, une vraie encyclopédie vivante des anciennes méthodes de soins. Si seulement il avait su quel type de soins pratiquait réellement ma famille. Mes parents, Henri et Marguerite Delacroix, formaient un couple exemplaire en apparence. Papa travaillait dans la finance, occupant un poste de directeur dans une banque prestigieuse du quartier des affaires. Maman s'occupait d'œuvres caritatives, siégeant au conseil d'administration de plusieurs fondations dédiées à l'aide aux démunis. L'ironie de cette dernière activité ne m'échappait plus aujourd'hui. Il recevait régulièrement, organisait des dîners élégants où les conversations tournaient autour de l'art, de la politique et des dernières pièces de théâtre à la mode. La maison s'animait ces soirs-là d'un ballet incessant entre la cuisine et la salle à manger. Les cristaux de baccarat étincelaient sous les lustres en bronze. La porcelaine de Sèvres était sortie du vaisselier d'acajou, et l'argenterie familiale, celle qui avait apparté à mes ancêtres depuis des générations, brillait sur la nappe de lin blanc. Maman orchestrait ses réceptions avec un talent consommé, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Mais il y avait ces détails troublants que personne d'autre ne semblait remarquer. La façon dont les conversations s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce, laissant planer un silence pesant qui me donnait l'impression d'avoir surpris un secret. Les regards échangés par les adultes.
ses coups d'œil lourds de sens qui me donnaient la chair de poule et me faisaient sentir exclu d'une complicité que je ne comprenais pas. Il y avait aussi cette manie qu'avait papa de fermer systématiquement la porte de son bureau quand il téléphonait, même pour les appels les plus banals en apparence. Et ces rendez-vous mystérieux qu'il notait dans son agenda avec des initiales cryptiques, jamais de nom complet. RM 15h, AL 22h, PV minuit. Des horaires étranges pour des réunions professionnelles. Grand-mère Jeanne vivait avec nous depuis que grand-père était mort, 5 ans plus tôt, dans des circonstances telles que la famille n'évoquait jamais clairement. Elle occupait l'ancien bureau de papa au rez-de-chaussée, une pièce sombre donnant sur la cour intérieure, où ne pénétrait qu'une lumière blafarde, filtrée par les hauts murs des immeubles voisins. Officiellement, c'était parce qu'elle ne pouvait plus monter les escaliers à cause de son arthrite. En réalité, je l'entendais souvent déambuler dans les couloirs la nuit, ses pantoufles glissant sur le parquet, avec un bruit de papier froissé qui me réveillait en sursaut. Ses pas suivaient toujours le même parcours, de sa chambre au salon, puis vers la cuisine, et enfin vers la cave. Quand je me levais pour aller aux toilettes, je l'apercevais parfois dans la pénombre, immobile devant la porte du salon, comme si elle montait la garde ou surveillait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Sa silhouette frêle se découpait dans l'obscurité, et ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant quand la lumière du réverbère filtrait à travers les rideaux. Elle portait toujours la même robe de chambre, en velours bordeaux, celle qui était tachée cette fameuse nuit dans la cave, et ses cheveux gris étaient retenus par un filet en dentelle qui avait dû être blanc d'autrefois, mais avait pris une teinte jaunâtre avec le temps. Un matin, en descendant prendre mon petit déjeuner avant de partir au lycée Janson de Sailly, j'ai trouvé grand-mère, assise à la table de la cuisine, les mains posées bien à plat de chaque côté de sa tasse de café en porcelaine bleue. Elle avait le regard vide, perdu dans le vague, et ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle récitait une prière ou une incantation dans une langue que je ne reconnaissais pas. Les syllabes qui s'échappaient de sa bouche avaient une sonorité étrange, gutturale, qui me rappelait vaguement le latin de mes cours de littérature ancienne, mais avec des consonances plus dures, plus primitives. Ses doigts tapotaient un rythme régulier sur la table, et j'ai remarqué que ses ongles, d'habitude si bien entretenus, étaient maintenant longs et jaunâtres, presque griffus. « Grand-mère, ça va ?» j'ai demandé en m'asseyant en face d'elle, posant mon cartable contre le pied de ma chaise. Elle a sursauté violemment, comme si elle émergeait brutalement d'un rêve, renversant un peu de café sur la nappe brodée que maman chérissait tant. La tache brune s'étalait lentement sur le tissu blanc, et j'ai eu l'impression de voir du sang se répandre. Ses yeux se sont fixés sur moi, avec une intensité qui m'a glacé le sang. « Il ne faut jamais oublier Paul », elle a murmuré d'une voix rauque qui ne ressemblait pas à sa voix habituelle, plus grave et chargée d'harmoniques inquiétantes. « Jamais oublier ce que nous sommes, ce que nous devons faire pour survivre. Ta mère et ton père l'ont compris depuis longtemps. Toi aussi, tu comprendras un jour. C'est dans le sang, mon petit, c'est dans le sang. » Puis elle s'est levée, avec une lenteur calculée, et est sortie de la cuisine d'un pas traînant, me laissant seul avec mes questions, et cette impression désagréable qu'un piège venait de se refermer sur moi.
Ses pantoufles ont continué à claquer sur les dalles de marbre du couloir, s'éloignant vers sa chambre, où elle s'est enfermée jusqu'au soir. Ce jour-là, au lycée, j'ai eu du mal à me concentrer sur les cours d'histoire de M. Blanchard sur la Révolution française. Les images des guillotines et des têtes qui roulaient dans les paniers me poursuivaient, et je ne pouvais m'empêcher de penser aux paroles cryptiques de grand-mère. C'est dans le sang. Qu'est-ce qui était dans le sang? Notre héritage familial, une maladie héréditaire, ou quelque chose de plus sinistre encore. Les semaines suivantes, j'ai commencé à observer ma famille avec plus d'attention, comme un ethnologue étudiant une tribu primitive dont il ne comprenait pas les coutumes. Papa rentrait souvent tard le soir, parfois après minuit, et il s'enfermait systématiquement dans la salle de bain avant de rejoindre maman dans leur chambre. J'entendais l'eau couler longtemps, très longtemps, comme s'il essayait de laver quelque chose d'invisible et de tenace. Le bruit de la douche se mêlait parfois à celui de la brosse frottant vigoureusement, et j'imaginais papa en train de se nettoyer avec l'obsession d'un chirurgien avant une opération. L'odeur du désinfectant se répandait sous la porte, si forte qu'elle parvenait jusqu'à ma chambre, située à l'autre bout du couloir. Quand il ressortait enfin, ses mains étaient rouges et irritées à force de frottage. Maman avait développé une manie étrange. Elle comptait constamment les couverts après chaque repas, les passait en revue un par un avec une minutie obsessionnelle qui m'inquiétait. Les couteaux surtout semblaient retenir son attention. Elle les examinait à la lumière, vérifiant le tranchant de la lame du bout de l'index, testant leur affilage avec une précision qui me rappelait les bouchers du marché Saint-Germain. Il faut toujours maintenir les outils en parfait état, murmurait-elle parfois, en passant la pierre à aiguiser sur l'acier, produisant ce sifflement métallique qui me donnait des frissons. Un outil mal entretenu est un outil inutile, et nous ne pouvons pas nous permettre d'être inutiles. Ces phrases sibyllines s'accompagnaient toujours d'un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait Paris d'un manteau blafard qui étouffait les bruits de la ville, j'ai décidé de fouiller la chambre de grand-mère pendant qu'elle était sortie faire ses courses au marché de Passy. Je savais que c'était mal, que je violais son intimité, mais la curiosité était plus forte que le remords. Il fallait que je comprenne ce qui se tramait dans cette maison. J'ai attendu qu'elle franchisse le seuil, emmitouflée dans son manteau de laine noire, son cabas à la main, puis j'ai compté jusqu'à 50 avant de descendre dans sa chambre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes mains tremblaient quand j'ai tourné la poignée en cuivre de sa porte, priant pour qu'elle ne grince pas. Sa chambre sentait la lavande et quelque chose d'autre, une odeur plus sourde, plus inquiétante, que je n'arrivais pas à identifier, mais qui me rappelait vaguement l'odeur de la viande avariée, mélangée à des produits chimiques. Les rideaux épais filtraient la lumière du jour, créant une pénombre qui rendait chaque ombre suspecte. Le mobilier de style empire, lit en acajou, commode à tiroirs, secrétaire, semblait lourd de secrets. Entre les plis de ses draps de percale, j'ai trouvé un petit carnet relié en cuir noir, fermé par un élastique détendu qui avait dû être rouge autrefois, mais avait pris une couleur brunâtre avec le temps. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture tremblante, difficile à déchiffrer, tracée à l'encre violette
avec une plume qui avait tendance à faire des pâtés. Certaines lettres étaient déformées par l'arthrite, d'autres par l'émotion. En m'approchant de la fenêtre pour bénéficier de la lumière grisâtre de ce jour d'hiver, j'ai réussi à lire quelques passages. C'était un journal, mais pas comme les autres. Grand-mère y consignait des dates, des noms, des lieux, accompagnés de commentaires sibyllins qui me glaçaient le sang et donnaient un sens nouveau à tous les mystères que j'avais observés. 15 mars 1998, Henri s'est occupé du jeune Martineau. Pas de traces. Marguerite a préparé le nécessaire. Tout s'est bien passé. La chair était tendre, presque sucrée. Nous avons fait des provisions pour 3 semaines. Ou encore, 3 avril 2999, grand nettoyage dans la cave. Il faudra changer les carreaux avant l'été. L'odeur commence à remonter malgré la chaux. Plus loin, avec une date de l'année précédente, Paul grandit. Il pose des questions. Il regarde trop. Il faudra bientôt lui expliquer notre nature. 15 ans, c'est l'âge où nous avons tous su. L'âge où la famille nous révèle ce que nous sommes vraiment, ce que nous avons toujours été, ce que nous serons toujours. Mes mains tremblaient en tournant les pages, faisant bruisser le papier jauni dans le silence oppressant de la chambre. Chaque ligne ajoutait une pièce au puzzle macabre qui se dessinait sous mes yeux avec une clarté terrifiante. Ma famille n'était pas celle que j'avais cru connaître pendant 15 ans. Nous n'étions pas ces bourgeois respectables du 16e arrondissement que tout le quartier admirait. Nous étions autre chose, quelque chose de beaucoup plus sombre, de plus ancien, de plus terrifiant. D'autres passages évoquaient des approvisionnements réguliers, des préparations spéciales pour les grandes occasions, des rituels de conservation transmis de génération en génération. Il était question de techniques ancestrales, de recettes secrètes, de méthodes pour préserver la fraîcheur et maximiser la saveur. Chaque euphémisme me semblait plus sinistre que le précédent. Le bruit de la porte d'entrée qui claquait m'a fait sursauter si violemment que j'ai failli laisser tomber le carnet. Grand-mère était de retour plus tôt que prévu. J'ai refermé précipitamment le journal et l'ai remis à sa place exacte entre les draps froissés, en veillant à ce que l'élastique soit positionné comme je l'avais trouvé. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre depuis la rue. « Paul, tu es là-haut ?» La voix de grand-mère montait de l'escalier, teintée d'une inquiétude que je ne lui connaissais pas, comme si elle pressentait qu'une intrusion avait eu lieu en son absence. Sa voix portait plus loin que d'habitude, amplifiée par l'écho de la cage d'escalier en marbre. J'ai ouvert la porte de sa chambre avec précaution et je l'ai appelée d'une voix que j'espérais normale. « Oui, grand-mère, j'arrive. Je cherchais un livre dans la bibliothèque. » Quand je l'ai rejointe dans le hall d'entrée, au mur tapissé de soie damassée, elle m'a dévisagé longuement, ses petits yeux perçants scrutant mon visage, comme si elle cherchait à y lire quelque chose d'invisible. Son regard fouillait chaque détail de mon expression, s'attardant sur mes joues rougies par l'émotion, sur mes mains qui tremblaient légèrement, sur ma respiration encore accélérée. Puis elle a souri, mais ce sourire n'avait rien de rassurant. Il y avait quelque chose de prédateur dans ce sourire, quelque chose qui m'a rappelé les documentaires animaliers où le lion observe la gazelle avant de bondir. Ses lèvres fines se sont étirées
révélant des dents plus jaunes et plus pointues que dans mes souvenirs. « Tu as l'air fatigué, mon petit, et un peu pâle. Tu devrais te reposer avant le dîner. Ta mère prépare quelque chose de spécial ce soir. Un repas de famille comme nous les aimons. » Elle a posé sa main décharnée sur mon épaule et j'ai senti ses ongles s'enfoncer légèrement dans ma chair à travers le tissu de mon pull en cachemire. Sa peau était glacée, comme celle d'un cadavre, et une odeur étrange émanait de sa personne, un mélange de lavande, de désinfectant et de quelque chose d'organique que je ne parvenais pas à identifier, mais qui me soulevait le cœur. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés tous les quatre autour de la grande table de la salle à manger, celle en acajou massif qui avait appartenu à mon arrière-arrière-grand-mère et qui portait encore les traces de générations d'usage. Maman avait sorti la belle vaisselle, celle qu'elle réservait aux grandes occasions. Les assiettes, en porcelaine de Limoges, ornées d'un liseré doré, les verres en cristal de baccarat qui chantaient quand on les effleurait, l'argenterie en métal de famille gravée aux armes des Delacroix. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs tapissés de soie rouge bordeaux, créant une atmosphère qui oscillait entre l'intime et l'inquiétant. Les flammes vacillaient dans les courants d'air, faisant bouger les ombres comme des silhouettes fantomatiques. Le lustre en bronze doré, avec ses dizaines de pendeloques en cristal, était éteint pour l'occasion, laissant la lumière des chandelles créer un clair-obscur dramatique. Papa a ouvert une bouteille de vin, un Bordeaux millésimé qu'il gardait dans sa cave personnelle depuis des années. Une de ces bouteilles qu'il ne sortait que pour les occasions exceptionnelles. L'étiquette était jaunie par le temps, et le bouchon a émis un pop satisfaisant quand il l'a retiré avec le tire-bouchon en argent. Il m'en a servi un verre, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. « Tu es assez grand maintenant », a-t-il dit en me tendant le verre de cristal qui pesait lourd dans ma main. « Il est temps que tu prennes part aux traditions familiales. Tu vas avoir 16 ans dans quelques semaines, et c'est un âge important dans notre lignée, l'âge où l'on devient vraiment un Delacroix, où l'on assume son héritage. » Sa voix portait une solennité inhabituelle, comme s'il prononçait une formule rituelle. Le repas était délicieux, mais j'avais du mal à avaler. Chaque bouchée me rappelait les passages du journal de grand-mère. Chaque saveur prenait une dimension nouvelle, inquiétante. Quand maman a apporté le plat principal, un rôti accompagné d'une sauce onctueuse qui nappait la viande d'un brun rougeâtre, j'ai remarqué qu'elle évitait soigneusement mon regard, comme si elle cachait quelque chose. La viande était d'une tendreté exceptionnelle, presque fondante, avec une saveur que je n'arrivais pas à identifier. Ce n'était ni du bœuf, ni du porc, ni de l'agneau. Quelque chose de plus fin, de plus délicat, avec une texture unique qui me rappelait vaguement le veau, mais en plus raffiné. La sauce avait un goût complexe, légèrement métallique, qui rehaussait la chair de façon surprenante. « Dis-moi, Paul », a commencé papa en découpant la viande avec des gestes précis, manipulant le couteau de service avec l'expertise d'un professionnel. « As-tu réfléchi à ton avenir ? Tu auras bientôt 16 ans. Dans notre famille, c'est un âge important. Un âge où les garçons deviennent des hommes et apprennent les responsabilités qui les attendent. Les vraies responsabilités, pas celles que l'on enseigne dans les écoles. » Grand-mère a hoché la tête d'un air approbateur.
ses yeux brillants dans la lumière vacillante des bougies. Nous avons tous une destinée, mon enfant. Un héritage qui se transmet de génération en génération depuis plus de 200 ans. Ta arrière-arrière-grand-mère, Célestine, a commencé cette tradition et nous continuons son œuvre sacrée. Elle était une visionnaire, une femme d'une intelligence et d'une détermination remarquables. Quelle œuvre? J'ai demandé, même si une partie de moi ne voulait pas entendre la réponse. Ma voix a légèrement tremblé et j'ai espéré que personne ne l'avait remarqué. Mais les trois pères dieux fixés sur moi, brillants dans la pénombre, me disaient le contraire. Le silence qui a suivi ma question était lourd, chargé de sous-entendus et de secrets sur le point d'être révélés. Maman s'est levée pour débarrasser les assiettes, ses mouvements étrangement mécaniques, comme si elle exécutait un rituel répété des milliers de fois. Ses gestes étaient fluides, précis, ceux d'une personne habituée à manipuler des objets tranchants avec une dextérité particulière. Paul, mon chéri, il y a des choses qu'on ne peut expliquer qu'au bon moment, des vérités qui demandent de la maturité pour être comprises et acceptées, et surtout pour être pratiquées. Ton grand-père n'avait que 14 ans quand il a fait sa première fois, a ajouté grand-mère, avec un sourire qui m'a donné envie de vomir. Un gamin des rues qui traînait près de l'église Saint-Augustin. Personne ne l'a cherché, personne ne s'en est inquiété. Il a disparu un soir d'hiver, et le lendemain matin, nous avions de quoi nourrir la famille pendant 2 semaines. Une chair si tendre, si savoureuse. Les enfants des rues ont un goût particulier, vous savez. Ils ne sont pas corrompus par le luxe. Le silence s'est installé dans la pièce, lourd et menaçant, ponctué seulement par le grésillement des bougies et le tic-tac de la pendule en bronze sur la cheminée. Papa s'est penché vers moi, ses yeux brillants dans la lumière vacillante. La flamme des chandelles se reflétait dans ses pupilles, créant un effet hypnotique et terrifiant. Nous sommes une famille particulière, Paul. Nous avons des besoins que les autres n'ont pas, des instincts qu'il faut satisfaire pour rester en vie et en bonne santé. Je ne comprends pas, j'ai murmuré, bien que je commence à comprendre, malheureusement. Les fragments épars que j'avais glanés ça et là, les sorties nocturnes de papa, les manies de maman avec les couteaux, les inscriptions du journal de grand-mère, commençaient à former un tableau cohérent. Un tableau qui me terrifiait au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Grand-mère s'est levée de sa chaise en s'appuyant sur sa canne à pommeau d'argent, celle qui avait appartenu à son propre grand-père et qui portait encore les marques du temps. « Viens avec moi, mon petit. Il est temps que tu vois. Il est temps que tu comprennes ce que nous sommes vraiment, ce que nous avons toujours été. Tu ne peux plus vivre dans l'ignorance maintenant que tu approches de l'âge adulte. » Elle s'est dirigée vers la porte qui menait à la cave, celle qui était toujours fermée à clé et dont l'accès m'était formellement interdit depuis mon enfance. Cette porte en chêne massif, renforcée par des ferrures anciennes, avait toujours attisé ma curiosité. Maintenant, j'allais enfin découvrir ce qu'elle cachait, et j'avais la certitude que cette découverte changerait ma vie à jamais. Mes parents nous ont suivis en silence, leurs pas résonnant sur le marbre du couloir, avec un écho sinistre. Papa portait une lampe torche moderne, puissante, dont le faisceau tranchait la pénombre. Maman tenait quelque chose que je n'arrivais pas à distinguer dans l'obscurité, un objet métallique qui brillait faiblement à la lumière des bougies
qu'elle avait éteinte avant de nous rejoindre. L'air devenait plus frais et plus humide à mesure que nous descendions les marches de pierre humides qui s'enfonçaient dans les entrailles de la maison. Les murs suintaient d'humidité, couverts d'une pellicule verdâtre qui témoignait de l'ancienneté du lieu. L'escalier était étroit, aux marches inégales, comme s'il avait été creusé à la main dans la roche. Nos pas résonnaient étrangement, amplifiés par l'acoustique particulière du souterrain. La cave était plus vaste que je ne l'avais imaginé, s'étendant bien au-delà des fondations de notre maison. Elle s'étendait sous toute la surface de la maison, divisée en plusieurs salles séparées par des voûtes de briques noircies par le temps et l'humidité. Certains murs étaient si anciens qu'ils semblaient dater de l'époque médiévale, avec des pierres taillées à la main et des mortiers qui s'effritaient. L'odeur que j'avais parfois sentie en passant devant la porte était maintenant omniprésente, écœurante, mélange de chair putréfiée et de produits chimiques. Dans la première salle, des étagères métalliques modernes s'alignaient le long des murs anciens, créant un contraste saisissant entre le passé et le présent. Elles étaient chargées de bocaux en verre, remplis d'un liquide jaunâtre dans lequel flottaient des formes indistinctes qui ressemblaient à des morceaux de viande. Grand-mère a actionné un interrupteur et des néons industriels ont illuminé la pièce d'une lumière crue et blafarde. J'ai pu alors distinguer clairement ce que contenaient les récipients, et mon sang s'est glacé dans mes veines. Des organes, des morceaux de chair humaine, des fragments de corps conservés dans ce qui ressemblait à du formol ou à une solution similaire. Certains bocaux étaient étiquetés avec des dates et des initiales manuscrites à l'encre noire. D'autres portaient des mentions plus précises. Cœur, Marie-L, 1998. Foi, Thomas M, 2001. Langue, Jeune homme inconnu, 2003. Notre garde-manger a expliqué papa d'une voix étrangement sereine, comme s'il faisait visiter sa cave à vin à un ami connaisseur. Nous ne gaspillons jamais rien. Chaque partie a son utilité, sa saveur particulière, ses propriétés nutritionnelles spécifiques. Tu as toujours apprécié les plats de ta mère, Paul. Maintenant tu sais pourquoi ils avaient ce goût si unique, si raffiné. Il n'y a pas de viande plus délicate que celle de l'homme. Mon estomac s'est soulevé violemment et je me suis précipité vers un coin de la cave où j'ai vomi tout ce que je venais d'ingurgiter, mon corps entier secoué de spasmes incontrôlables. Le goût acide de la bile se mélangeait à celui de la viande que j'avais consommée, et l'horrible réalisation de ce que j'avais mangé déclenchait une nouvelle vague de nausées. Mes jambes ne me portaient plus, et je me suis effondré à genoux sur le sol humide et froid. « C'est normal », a dit maman, en posant une main réconfortante sur mon dos, comme si j'étais simplement malade à cause d'un virus. Moi aussi j'ai été malade la première fois, ton père également. Nous avons tous eu cette réaction initiale. C'est le choc de la révélation, le conflit entre l'éducation de surface et notre vraie nature. Mais tu t'y habitueras, comme nous nous y sommes tous habitués. C'est dans nos gènes, Paul. C'est inscrit dans notre ADN. Quand j'ai relevé la tête, essuyant ma bouche d'un revers de manche, grand-mère était en train d'ouvrir une seconde porte métallique renforcée, équipée de plusieurs verrous et d'un système de fermeture électronique. Maintenant, il faut que tu vois le reste, que tu comprennes
qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes depuis toujours, ce que nous serons toujours, notre laboratoire, notre atelier, notre temple. La salle suivante était aménagée comme un laboratoire de pathologie moderne mélangé à un atelier de boucherie traditionnelle. Des tables en inox chirurgical côtoyaient des billots en bois massif tachés par l'usage. Des instruments chirurgicaux soigneusement rangés dans des boîtiers stérilisés voisinaient avec des hachoirs, des scies et des couteaux de boucher entretenus avec un soin méticuleux. Au centre de la pièce, une table surélevée était recouverte d'une bâche en plastique transparent, tachée de brun rougeâtre. « Nous ne sommes pas des monstres », a dit papa en remarquant mon expression d'horreur absolue, mes yeux écarquillés qui ne parvenaient pas à assimiler ce que je voyais. Nous sommes juste différents. Nous avons évolué différemment. Nous avons des besoins nutritionnels que la société normale ne peut pas comprendre ni accepter. Alors, nous nous adaptons, discrètement, efficacement. Nous préservons notre lignée depuis des siècles. Depuis combien de temps? J'ai demandé d'une voix brisée, à peine audible. Ma gorge me brûlait encore à cause des vomissements, et j'avais l'impression de vivre un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Chaque détail était si précis, si réel, que je ne pouvais plus espérer qu'il s'agisse d'un rêve. La réalité était là, froide et implacable, dans cette cave qui sentait la mort et les produits chimiques. 203 ans exactement, a répondu grand-mère avec une fierté troublante, comme une conservatrice de musée évoquant une collection prestigieuse. Célestine Delacroix était une femme remarquable, une visionnaire qui a compris avant tout le monde que certains êtres humains pouvaient se nourrir de leurs semblables sans pour autant devenir des sauvages. Il suffisait d'un peu d'organisation, de méthode, de discrétion. Elle a créé les bases de notre système. Au début, c'était plus difficile et plus risqué, a continué papa, ses yeux brillants dans la lumière crue des néons. Célestine devait chasser seule, prendre des risques énormes. Elle opérait dans les bas quartiers de Paris, s'attaquant aux mendiants, aux prostituées, aux enfants abandonnés. Personne ne s'inquiétait de leur disparition. Mais au fil des générations, nous avons perfectionné nos techniques, développé nos réseaux, organisé notre approvisionnement. Aujourd'hui, nous sommes une famille unie, solidaire, qui fonctionne comme une entreprise bien huilée, a ajouté maman, en s'approchant d'une armoire vitrée et en sortant un registre relié de cuir rouge sombre. Nous avons nos fournisseurs, nos méthodes de conservation, nos recettes traditionnelles transmises de mère en fille. Chaque membre de la famille a sa spécialité, son domaine d'expertise, sa contribution au fonctionnement de l'ensemble. Elle a ouvert le registre devant moi, révélant des pages couvertes d'une écriture soignée, accompagnée de croquis anatomiques précis et de tableaux détaillés. Moi, je m'occupe de la préparation culinaire et de la conservation. J'ai étudié la chimie alimentaire, les techniques de maturation, les méthodes de découpe qui préservent au mieux les qualités gustatives. Ton père se charge de l'approvisionnement et de l'élimination des traces. Il gère les aspects logistiques, les contacts, la sélection des cibles. Et moi, j'ai chuchoté, redoutant la réponse plus que tout au monde. Mes jambes tremblaient et j'ai dû m'appuyer contre un mur pour ne pas tomber. L'air de la cave me semblait de plus en plus irrespirable, chargé d'effluves chimiques et organiques qui me soulevaient le cœur.
La réalité de ce que mes parents me révélaient était si monstrueuse que mon esprit refusait de l'accepter totalement. « Toi, mon chéri, tu vas apprendre », a dit maman avec un sourire maternel qui contrastait de façon obscène avec les horreurs qui nous entouraient. Ses yeux brillaient d'une affection sincère, comme si elle me parlait de mes études ou de mes projets d'avenir. « Nous allons t'enseigner tout ce que nous savons, te transmettre notre savoir-faire ancestral, te préparer à prendre la relève et à perpétuer notre tradition familiale. Tu as de la chance, Paul. Tu nais dans une lignée exceptionnelle. » Grand-mère a ouvert le registre à une page spécifique et l'a posé devant moi, sur une table en métal. « Voici l'histoire de notre famille, Paul. Notre vraie histoire, pas celle que racontent les livres ou les arbres généalogiques officiels. Chaque génération y ajoute sa contribution, ses innovations, ses perfectionnements. Bientôt, ce sera ton tour d'y inscrire ton premier client. » J'ai parcouru quelques pages au hasard, mes yeux balayant les colonnes de données soigneusement consignées. Les victimes étaient décrites avec une précision clinique qui m'a rappelé les cours de sciences naturelles. Âge, poids, taille, état de santé, origine sociale, circonstances de l'enlèvement, méthode d'abattage, qualité de la viande, rendement en morceaux nobles. Tout était archivé, classé, analysé comme dans les registres d'un abattoir industriel ou d'un laboratoire de recherche. « Nous ne tuons jamais au hasard », a précisé papa, consultant sa montre avec le geste machinal d'un homme d'affaires. « Nous choisissons soigneusement nos cibles selon des critères très stricts. Des personnes isolées, sans famille, sans attache solide. Des SSDF, des prostituées, des immigrants clandestins, des fugueurs, des toxicomanes en fin de course. Des gens que la société a déjà abandonnés et que personne ne cherchera jamais. C'est presque un service public, a ajouté grand-mère, avec un rire cristallin qui m'a fait frissonner d'horreur. Nous débarrassons la société de ces éléments indésirables, de ces rebuts, de ces parasites, et en échange, ils nous nourrissent. C'est un cercle parfait, une symbiose naturelle. Nous nettoyons les rues, et ils nous permettent de survivre et de prospérer. Tout le monde y gagne, en quelque sorte. La troisième salle était la plus petite, mais aussi la plus terrifiante dans sa simplicité. Elle ne contenait qu'une chaise de cinéma ancien, un projecteur de diapositives et un écran blanc tendu sur un châssis métallique. Grand-mère a actionné l'interrupteur du projecteur et des images ont commencé à défiler sur le mur, accompagnées du cliquetis régulier du mécanisme de changement de diapositive. C'étaient des photos de famille, mais pas le genre de photos qu'on montre aux amis ou qu'on colle dans un album, souvenirs destinés à être feuilletés lors des réunions de famille. Des photos de nos repas familiaux à travers les décennies, immortalisant les moments les plus intimes et les plus terrifiants de notre héritage. Mon arrière-grand-père dépeçant un homme dans cette même cave, ses mains expertes maniant les outils avec la précision d'un chirurgien. Mon grand-père apprenant à papa, encore enfant, comment bien découper un gigot humain, lui montrant l'angle exact pour séparer les articulations sans abîmer la chair. Papa devait avoir 8 ou 9 ans, et son visage rayonnait de fierté enfantine face aux compliments de son père. Ces images d'un apprentissage monstrueux, déguisé en moments de complicité familiale, me retournaient l'estomac. « Regarde comme ton père était doué, même à ton âge », a dit grand-mère, en pointant une photo où papa, qui ne devait pas avoir plus de 15 ans,
brandissait fièrement un couteau ensanglanté, ses vêtements d'écolier maculés de taches rougeâtres. Il a eu sa première proie à 14 ans et demi, un petit mendiant qu'il avait repéré près du Trocadéro. Il l'a attiré avec des bonbons, l'a endormi avec du chloroforme et l'a amené ici. Un travail parfait pour un débutant. Les images continuaient à défiler, créant un diaporama macabre de notre héritage familial qui remontait sur plusieurs générations. Maman, jeune mariée, apprenant les recettes traditionnelles de ma grand-mère, prenant des notes soigneuses dans un carnet pendant qu'on lui expliquait les subtilités de la préparation. Papa inaugurant sa nouvelle scie électrique sur un vagabond attaché à la table que je venais de voir. Grand-mère, plus jeune, dirigeant l'opération de nettoyage après un festin particulièrement copieux. Chaque image révélait un aspect différent de notre tradition familiale, montrant comment les techniques s'étaient perfectionnées au fil du temps, comment les outils s'étaient modernisés, comment l'organisation s'était professionnalisée. C'était l'histoire secrète des Delacroix, celle qui ne figurerait jamais dans les livres d'histoire, mais qui constituait notre véritable identité. Et maintenant, c'est ton tour, a annoncé papa en éteignant le projecteur, plongeant la salle dans une pénombre inquiétante, seulement troublée par la lueur des néons de la pièce voisine. Nous avons déjà repéré ta première cible, un jeune homme de ton âge, parfait pour commencer ton apprentissage. Il vit seul dans un studio du 12e arrondissement. Il n'a pas d'amis, pas de famille proche. Un orphelin qui sort tout juste de l'assistance publique. Personne ne remarquera sa disparition avant plusieurs semaines. Je refuse, j'ai dit d'une voix plus ferme que je ne l'espérais, puisant dans des réserves de courage que je ne savais pas posséder. Je ne ferai jamais ça. Jamais. Vous êtes malades. Vous êtes tous complètement malades. Ce que vous faites est monstrueux, inhumain. Je ne deviendrai jamais comme vous. Le silence qui a suivi ma déclaration était assourdissant, lourd de menaces et de déception. Les trois visages qui me faisaient face ont perdu toute trace de bienveillance familiale, révélant des expressions froides, calculatrices, prédatrices que je ne leur connaissais pas. Papa a serré les poings, ses articulations blanchissant sous la tension. Maman a plissé les yeux, sa bouche se transformant en une ligne mince et cruelle. Grand-mère a frappé le sol de sa canne avec une violence inattendue, faisant résonner le métal contre la pierre. « Tu ne comprends pas, mon pauvre enfant », a sifflé grand-mère, sa voix prenant des intonations reptiliennes que je ne lui avais jamais entendues. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option que tu peux accepter ou refuser selon ton bon plaisir. C'est ce que nous sommes, c'est dans notre sang, dans nos gènes, dans notre essence même. Tu ne peux pas y échapper. Aucun de nous n'a jamais pu y échapper. C'est notre destin, notre nature profonde. Ton grand-père a essayé, une fois, a ajouté papa d'un ton menaçant, s'approchant de moi avec des gestes lents et calculés. Il avait exactement ton âge, et il a refusé de participer au repas traditionnel de ses 16 ans. Tu sais ce qui s'est passé? Il est tombé malade, une maladie étrange, dégénérative, qui le dévorait de l'intérieur. Son corps rejetait notre vraie nature, et cette résistance le détruisait progressivement. Il maigrissait à vue d'œil, a continué maman, ses yeux brillants d'une lueur fanatique. Il ne pouvait plus rien avaler, même les aliments les plus simples. Son estomac se révoltait contre toute nourriture normale. Son corps
rejetait tout ce qui n'était pas notre vraie substance, excepte la chair humaine. C'est la seule chose qui l'a sauvé, la seule nourriture que son organisme acceptait et réclamait. Grand-mère s'est approchée de moi, ses yeux brillants d'un fanatisme inquiétant qui transformait complètement son visage de vieille dame respectable. Nous avons évolué, Paul. Au fil des siècles, notre organisme s'est adapté, s'est transformé. Nous ne sommes plus tout à fait humains. Nous sommes quelque chose de supérieur, de plus adapté à la réalité de ce monde cruel. Et cette évolution demande des sacrifices, impose des exigences que nous ne pouvons pas ignorer. Je préfère mourir, j'ai dit en reculant vers l'escalier, mes jambes tremblantes, menaçant de me trahir à tout moment. Plutôt mourir que de devenir comme vous. Plutôt mourir que de me transformer en monstre cannibale. Il doit bien y avoir une autre solution, un traitement, quelque chose. Papa a fait un signe à maman, qui s'est dirigée vers l'armoire métallique où elle rangeait ses instruments, avec la précision d'un chirurgien. « Personne ne va mourir ce soir », a-t-il dit d'une voix calme, mais chargée de menaces sous-jacentes. « Mais il va falloir que tu changes d'avis, et rapidement. Nous avons des moyens de persuasion très efficaces, des méthodes qui ont fait leurs preuves sur plusieurs générations de récalcitrants. » Maman est revenue avec une seringue remplie d'un liquide transparent qui brillait sous la lumière des néons. L'aiguille était longue et effilée, manifestement conçue pour pénétrer profondément dans les tissus. C'est juste un sédatif, mon chéri. Un produit que nous utilisons couramment dans notre travail. Nous allons t'endormir quelques heures, le temps que tu réfléchisses à la situation et que tu acceptes ta vraie nature. Et quand tu te réveilleras, ta première proie sera là, bien attachée, prête à être traitée selon nos méthodes. J'ai fait demi-tour et j'ai couru vers l'escalier aussi vite que mes jambes tremblantes me le permettaient, mes chaussures glissant sur les marches humides et inégales. Mais papa était plus rapide et plus agile que moi. Il connaissait chaque pierre de cet escalier, chaque aspérité des murs. Il m'a rattrapé avant que j'atteigne la 5e marche et m'a plaqué au sol d'une manchette dans le dos qui m'a coupé le souffle. « Tiens-le bien », a ordonné maman en s'approchant avec la seringue. Sa démarche aussi assurée que celle d'une infirmière expérimentée. Grand-mère ricanait dans son coin, ses yeux brillants de satisfaction sadique. « Bientôt, tu nous remercieras, mon petit. Bientôt, tu comprendras le plaisir que procure notre mode de vie. Tu découvriras des sensations que les humains ordinaires ne connaîtront jamais. » L'aiguille s'est enfoncée dans mon bras avec une précision chirurgicale, perçant le tissu de mon pull et pénétrant profondément dans le muscle. J'ai senti une douleur vive, suivie immédiatement par une chaleur étrange qui se répandait dans mes veines comme un poison bénéfique. Mes paupières sont devenues lourdes, ma vision s'est troublée et j'ai sombré dans l'inconscience avec une seule pensée obsédante. Comment allais-je pouvoir échapper à ma propre famille? Quand je me suis réveillé, j'étais attaché sur une chaise métallique dans la salle de préparation, celle où s'alignaient les instruments chirurgicaux et les outils de boucher. Mes poignets étaient entravés par des sangles de cuir épaisses, probablement récupérées dans un hôpital psychiatrique, et mes chevilles étaient fixées au pied de la chaise par des chaînes qui semblaient avoir servi à d'autres occasions. Ma tête bourdonnait encore sous l'effet du sédatif. En face de moi, une autre chaise, identique,
était occupée par un jeune homme, à peine plus âgé que moi. Peut-être 17 ou 18 ans. Il était inconscient, la tête penchée sur le côté, du sang séché coagulé sur sa tempe droite, où il avait manifestement reçu un coup. Ses vêtements étaient déchirés, et il portait les traces d'une lutte récente. Égratignures sur les bras, hématomes sur le visage, cheveux emmêlés. « Ah, tu es réveillé ?» a dit la voix de grand-mère derrière moi, empreinte d'une satisfaction inquiétante. « Parfait. Nous allions commencer sans toi, mais c'est mieux si tu peux assister à toute la cérémonie. C'est important pour ton apprentissage, pour ton éducation. Tu dois voir comment nous procédons, comprendre la beauté et l'efficacité de nos méthodes. » Elle s'est déplacée dans mon champ de vision, poussant devant elle un chariot métallique à roulettes chargé d'instruments chirurgicaux parfaitement alignés. Les lames luisaient sous les néons. Le jeune homme en face de moi remua faiblement et un souffle rauque s'échappa de ses lèvres. Sur son poignet, un bracelet de tissu portait 2 lettres brodées maladroitement, un R et un M, comme celles que j'avais vues dans l'agenda de papa. Tout se refermait. « Nous allons procéder calmement, » dit papa. « Tu observes, tu te concentres, tu coupes quand je te le demande. » Sa voix n'avait plus rien de paternel. Maman approcha un petit plateau, et grand-mère posa sa canne en travers de mes genoux, comme s'il s'agissait d'un sceptre. Je sentais le cuir des sangles m'entamer la peau. La tête du garçon bascula. Son regard flou accrocha le mien. Il n'y avait ni supplication, ni colère, seulement une stupeur animale, un miroir tendu à ma propre stupeur. Quelque chose en moi se rompit avec un craquement muet. Je ne voulais pas vivre dans la cave des Delacroix. Un grésillement parcourut les néons. La lumière vacilla. L'ombre des voûtes ondula sur les murs suintants. Maman leva les yeux au plafond avec un froncement d'impatience. Ce flottement infime me suffit. Je tordis le poignet jusqu'à sentir une brûlure blanche. Le cuir céda d'un cran, un souffle, puis un autre. J'ignorais la douleur qui montait comme une vague. Le chariot était à portée de genoux. Je le heurtai d'un coup sec. Les instruments glissèrent et tintèrent sur la dalle. La surprise fendit la belle mécanique familiale. Maman recula. Papa se retourna. Grand-mère eut un sifflement de vipère. Je tirai, arrachai la sangle restante et me jetai de côté. Mes jambes flageolaient, mais la peur me portait. Papa se rua sur moi. Je sentis son odeur de savon âcre et de vin ancien. Sa main me saisit la nuque. Je me débattis à l'aveugle, heurtai le plateau, saisis au hasard un cylindre froid, la seringue. Je ne pensais pas. Je plantais. Le liquide entra comme une pluie dans la terre. Papa eut un hoquet stupéfait, un recul, une main tendue vers moi comme pour réclamer une explication. Puis son regard se troubla. « Imbécile !» souffla grand-mère. Sa canne décrivit un arc. Le pommeau d'argent me cingla l'épaule. Une pluie d'étincelles courut devant mes yeux. Maman bondit, lame basse, précise comme toujours. Je me plaquai contre la table et renversai d'un coup d'épaule un bocal énorme. Le verre éclata. Une odeur piquante envahit la pièce. Le liquide se répandit, brillant comme une flaque de lune. Les néons vacillèrent à nouveau. Une fumée fine grimpa vers la voûte. Le garçon gémit. Je tranchai sa sangle avec un éclat de verre. Sa peau était glacée. « Debout », murmurai-je. « Debout maintenant ». Sa première tentative le fit retomber. La seconde le mit sur ses pieds. Nous trébuchâmes jusqu'à la porte. Mais maman était déjà là, une silhouette mince et déterminée,
qui barrait le passage. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Tu n'iras nulle part, mon cœur. Regarde-moi. Respire. Tu sais que c'est vrai. Tu sais que ton corps réclamera ce que nous lui offrons. » Sa voix avait la douceur d'une berceuse et la dureté d'un ordre militaire. Je sentis ma gorge se serrer. La pièce tournait lentement, saturée d'effluves chimiques et de peur. Derrière nous, papa tenta de se redresser. Ses genoux plièrent. Il s'adossa au billot et cligna des paupières, lointain déjà. Grand-mère avança, la canne martelant le sol à chaque pas. « Il n'y a pas d'échappatoire, Paul. Tout refus te détruira. » Les mots roulaient comme des cailloux. Alors, je fis la seule chose que je n'avais encore jamais osée. Je criai. Pas un cri articulé, pas un appel à l'aide. Un cri brut, né de très loin, qui fendit ma poitrine et alla cogner la pierre. La cave me renvoya ce cri, démultiplié, vrillé, déformé. Le garçon à mes côtés se mit à crier lui aussi. Le bruit fut si violent que maman hésita. Un battement de cils, un seul. Ce battement nous ouvrit un passage. Nous nous faufilâmes sous son bras, bousculâmes la porte, nous engouffrâmes dans le couloir plus sombre. La première salle étincela d'éclats de verre sous nos pas. Je sentis le souffle de grand-mère dans mon dos, régulier comme un métronome. Le couloir desservait une petite pièce basse avec un soupirail barré d'une grille. La neige là-dehors réfléchissait une clarté sale. « Là, dis-je. » Le garçon hocha la tête. Nous poussâmes ensemble. La grille gémit. Le métal résista, grinça, puis céda d'un doigt. Nous passâmes l'un après l'autre, des éraflures au ventre et au coude, et nous roulâmes dans la cour intérieure, sur les dalles mouillées. L'air de la nuit me coupa le souffle. Un instant seulement, car déjà la fenêtre du soupirail s'ouvrait de nouveau, et la voix de grand-mère montait, claire et glacée. « C'est dans le sang, mon petit. Tu reviendras. » Nous traversâmes la cour, bousculâmes une porte de service dont la serrure n'avait jamais résisté à grand-chose, et débouchâmes dans l'allée carrossable. La lumière du réverbère posait une auréole pâle sur la neige. Au loin, un taxi passait, fantôme jaune dans la brume. Nous courûmes jusqu'à la loge. La concierge, emmitouflée, leva la tête, bouche ouverte. Deux silhouettes dépenaillées, deux enfants hagards qui frappent au carreau en pleine nuit. Elle décrocha le téléphone. Je n'entendis que le mot « gendarme ». Maman et grand-mère ne franchirent pas le seuil de la cour. Elles savaient à attendre. Le reste se déroula comme dans un rêve filtré par du coton. Les uniformes, les questions, la chaleur trop vive d'un radiateur de commissariat, une couverture rêche sur mes épaules, l'odeur du café tiède. Je parlais de la cave, des bocaux, du laboratoire, du garçon, des registres. On m'écouta, on opina, on se consulta, on envoya une patrouille, puis une autre, puis des gens en blouse. On fouilla la maison de la cave, au grenier. On ne trouva presque rien. Des étagères bien rangées, vides comme des consciences repassées, de l'acier propre, des murs blanchis à la chaux fraîche, des armoires impeccables où dormaient des nappes de lin et des services en porcelaine. Un système d'aération flambant neuf que personne n'avait jamais remarqué. On trouva papa dans son lit, livide, victime d'un malaise qui, d'après la médecin, justifiait une hospitalisation. On trouva maman en larmes, digne et meurtrie, racontant qu'une crise de nerfs m'avait saisi pendant le dîner et que j'avais fait courir tout le monde. On trouva grand-mère, assise près de la cheminée, les mains bien sages sur les accoudoirs, la canne à portée,
les yeux lavés d'innocence. Le garçon, lui, existait bel et bien. On l'identifierait plus tard. On m'éloigna de lui pour le conduire ailleurs. On me laissa dans un bureau tiède, avec un inspecteur fatigué qui pesait ses mots, comme on pèse de l'or. Nous allons enquêter. Je hochai la tête. Je savais déjà. Ma famille avait toujours eu des relations, des moyens, des relais. Elle savait effacer, elle savait attendre, elle savait survivre. Je passais chez un oncle de province que je ne connaissais presque pas. On m'y laissa plusieurs semaines, puis plusieurs mois. J'allais à l'école. Je fis semblant d'apprendre. Les nuits, je revivais la cave. Le parfum de lavande mêlé à l'odeur métallique, le cliquetis des instruments, la caresse froide du formol sur la peau. Parfois, au réveil, une faim me tordait le ventre. Une faim différente, sournoise, qui ne se calmait pas avec du pain, ni avec du lait. Je la combattais en avalant de l'eau. Je la noyais sous des couches de sommeil. Elle revenait, patiente. Une lettre de maman arriva, puis une autre. Des mots choisis, de l'amour déclaré, de l'incompréhension blessée, une promesse d'aide, une phrase récurrente, toujours la même, écrite à l'encre bleue, avec une régularité de copiste. Tu comprendras. Je ne répondis pas. Je n'ouvris plus les suivantes. Un après-midi de printemps, l'inspecteur fatigué revint me voir. Il pose son chapeau sur ses genoux. Il avait l'air pluvieux. « Nous avons fouillé de nouveau, dit-il. Nous avons trouvé des traces, pas davantage. Votre père a quitté la ville pour une convalescence. Votre grand-mère aussi. Votre mère a vendu la maison. » Il me regarda longuement. « Tu n'es pas en sécurité, Paul. Pas pour le moment. Mais tu n'es pas seul. » Je ne me sentais ni en sécurité, ni seul. Je me sentais scindé. Il y avait en moi la voix de grand-mère, basse et obstinée, qui répétait que tout cela était inscrit, incontournable. Et il y avait une autre voix, plus ténue, la mienne peut-être, qui disait que l'on peut décider contre son propre sang, contre sa propre faim, contre l'engrenage du passé. Je pris l'habitude d'écrire, chaque soir, quelques lignes. Je consignais ce que j'avais vu, ce que j'avais compris, ce que je refusais. Je décrivis la cave, les registres, les codes, les habitudes. Je traçais l'arbre des Delacroix en marge, non pas celui des salons, celui des repas cachés. Je mis des noms, des lieux, des dates approximatives. Je cachais ce cahier dans la doublure d'une vieille valise. J'avais l'intuition obscure qu'un jour, quelqu'un en aurait besoin. Le garçon, que l'on appelait Romain, fut placé loin de moi. On lui trouva un foyer transitoire. Il me fit parvenir un mot, court et maladroit, où il me remerciait d'un merci qui n'en finissait pas. Je gardais ce papier comme on garde un caillou dans la poche pour se rappeler le poids d'une promesse. Les saisons passèrent. Parfois, au détour d'une rue, je croyais sentir un sillage de lavande. Parfois, dans une vitrine, un reflet me rendait le visage de papa. Parfois, dans le froid d'un matin, je croyais entendre le petit toc régulier d'une canne sur la pierre. La faim diminuait, revenait, testait mes défenses comme une vague grignote la falaise. Je tenais bon. J'appris à la traverser. J'appris à la nommer. Je l'appelais bête. Je lui parlais comme on parle à un chien hostile. Elle me répondait par des coups de dents imaginaires. Un jour d'automne, je reçus un faire-part discret. La mort de grand-mère Jeanne, survenue ailleurs, entourée des siens. Je lus ces mots dans une cuisine silencieuse. Mes doigts tremblaient. Je pensais à sa main froide,
à ses ongles jaunis, à sa voix de rocaille. Je pensais à la canne posée en travers de mes genoux. Je ne ressentis ni soulagement, ni tristesse. Je ressentis la fin d'une incantation. Les mots perdent de leur pouvoir quand celle qui les prononce n'est plus là pour surveiller leur écho. Je retournai à Paris sans prévenir personne. Je marchais longtemps. Rue Spontini n'était plus la mienne. Une plaque neuve, des rideaux différents. Les passants me frôlaient comme on frôle une ombre. Je descendis jusqu'au quai. La scène avait la couleur d'un secret bien gardé. Je m'assis et j'ouvris mon cahier. J'écrivis la dernière page. « Je n'ai pas faim », écrivis-je. « J'ai peur parfois, j'ai froid souvent, j'ai des souvenirs qui coupent, mais je n'ai pas faim de cela. Je ne suis pas ce que l'on m'a dit, je ne suis pas un destin, je suis un choix. S'ils reviennent, je parlerai encore. S'ils se cachent, je chercherai. S'ils disparaissent, tant mieux. Je ne serai pas leur successeur. » Je refermai le cahier. Le vent d'automne tourna les feuilles, mortes, autour de mes chaussures. Je me levai. Il était temps de rentrer chez moi. Où que se trouve ce lieu qui n'avait pas encore de nom. Derrière moi, Paris bruissait comme un organisme qui respire, un organisme si immense et indifférent. Devant moi, la ville ouvrait ses rues, comme on ouvre un livre. Je quittai le fleuve. À chaque pas, le bruit du monde couvrait un peu plus le tic-tac imaginaire d'une canne sur la pierre. La phrase qui m'avait poursuivi si longtemps perdit son venin. Ce n'était plus dans le sang, c'était dans la mémoire. Et la mémoire, parfois, se réécrit.